Un espoir pour la Centrafrique, voilà comment a été présenté l'accord de cessation des hostilités signé la semaine dernière à Brazzaville, au Congo. Mais à Bangui, les médias sont sceptiques. 8 mois après le début de l'intervention militaire française, le pays est loin d'être apaisé. Avec nous pour en parler, Sédik Abba, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, vous êtes également écrivain. Merci d'être avec nous. Merci également à vous, Roland Marchal, d'avoir accepté notre invitation. Les téléspectateurs de TV5 Monde vous ont déjà entendu depuis le début de cette crise. Vous êtes chercheur au CNRS français, le Centre national de la recherche scientifique. L'accord a été signé la semaine dernière à Brazzaville sous l'égide du président congolais Denis Sassou Nguesso. Comment est-ce que vous avez accueilli cet accord de cessez-le-feu ? Écoutez, d'un point de vue politique, c'est un accord de cessation d'hostilité. Il est ce qu'il est et il faut travailler avec. Donc je crois que d'un point de vue, encore une fois, de politique, bon, c'est quelque chose, c'est un texte, il est pas bon ou il est bon, mais en tous les cas, c'est avec ça qu'il faut travailler, il faut l'accepter comme tel. D'un point de vue d'analyste, évidemment, on se pose des problèmes. D'une part, parce que visiblement, il y a eu des erreurs faites dans la préparation, et puis aussi sur les hypothèses qui guident la dynamique de négociation. C'est peut-être là-dessus qu'il faut revenir dans mon rôle, mais je crois encore une fois, il ne faut pas condamner cet accord. C'est une petite chance, peut-être elle aurait pu être plus grande, mais c'est une petite chance d'avancer. Sédik Abba, même question. Est incontestablement un acquis, c'est incontestablement un succès parce que pas un succès, mais il a permis quand même de faire asseoir à la table des anti-Balaka, des ex-Seleka qui ne se parlaient pas. Il a permis un peu de faire baisser le niveau de haine que le pays a atteint. De ce point de vue, on peut effectivement considérer que c'est un acquis sur lequel il faut travailler. Et c'est également un acquis parce qu'il a replacé au centre du jeu la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, qui était un peu en retrait, disons, qui n'avait pas une place active. Donc on peut de ce point de vue considérer qu'il y a des éléments. Il reste que, effectivement, sur l'applicabilité, la mise en œuvre de cet accord, il y a beaucoup de problèmes. Il ressemble, par exemple, considérer que les anti-Balaka ont un chef qui peut leur donner des ordres pour régler, ou considérer que les ex-Seleka sont une entité monolithique avec un chef. Je pense que c'est une erreur. Mais il faudra travailler cet accord pour que la Centrafrique sorte de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Alors je vous propose de partir à Bangui, la capitale de la Centrafrique, très précisément dans le quartier du PK5, la dernière enclave musulmane de la capitale. C'est un reportage d'Éric Delavarenne et Hervé Amoric. Il y a quelques mois, Samira et sa famille se sont réfugiés ici, au PK5, comme de nombreux musulmans de Bangui, chassés de leur quartier d'origine par les milices chrétiennes, les anti-Balaka. Pourtant, Samira ne se sent toujours pas en sécurité. Il y a des problèmes de sécurité. Parfois, la nuit, les anti-Balaka traversent le canal pour entrer ici. Est-ce que les enfants vont à l'école ? Non, c'est impossible. Il n'y a plus d'école. Au PK5, Samira vit recluse. Elle se sent prisonnière. Le seul centre culturel de PK5, la mosquée des morts. C'est ici qu'on entrepose les corps des musulmans victimes du conflit. Ce quartier se transforme peu à peu en ghetto. Fini, les musulmans, tout est terminé, tué, les autres sont partis, puis ça reste un seul quartier, le PK5. Bon, nous sommes cantonnés depuis le 5 décembre. On dit qu'avant le conflit, musulmans et chrétiens vivaient en harmonie. Désormais, ce canal est devenu une ligne de démarcation. De ces côtés, c'est les maisons des chrétiens. Ces chrétiens-là habitaient normalement sans difficulté. Après, ils ont reçu des menaces de la part des anti-Balaka. Et maintenant, ils ont quitté leur maison, les chrétiens. Parfois, les anti-Balaka se cachent derrière ces maisons. Ils attendent seulement s'il y a un musulman qui traverse, on l'enlève et on le tue. C'est ce qui a fait peur que la plupart des musulmans qui habitaient même aussi en face de rivières, la plupart sont partis. Le 23 juillet, les groupes armés des deux camps déclarent un cessez-le-feu. Peut-être une chance pour les musulmans de PK5 de renouer le dialogue avec ceux d'en face. On en a marre, on en a vraiment ras le bol. Depuis le 5 décembre, on n'arrive pas à comprendre. On nous parle d'une guerre confessionnelle, mais au fond, il n'y a pas une guerre confessionnelle. La guerre, elle est politique. Pour que cet espoir grandisse, le cessez-le-feu devra être respecté. Les soldats européens de l'EUFOR ont pour mission de sécuriser ce no man's land le long du canal.
Le cœur du problème à Bangui, c'est ici. Seydi Kaba, on vient de l'entendre, ce Banguissois nous dit il n'y a pas de conflit confessionnel en Centrafrique. Quel est, au juste, le problème dans ce pays? Il dit politique. Quel est-il selon vous? Il y a eu une instrumentalisation de la différence confessionnelle et la différence ethnique en Centrafrique. Comme dans d'autres pays, faute d'arguments, faute de projets politiques solides. Parce que, comme vous savez, la Centrafrique, depuis l'indépendance, a été confrontée à des problèmes de gouvernance. Et la classe politique centrafricaine n'a pas su trouver les ressources qu'il faut pour présenter un projet politique, un projet de société. Et du coup, s'est mise à instrumentaliser la différence ethnique. Comme il a été dit dans l'élément, les communautés vivaient en parfaite cohabitation. Il y a eu des mariages mixtes, il y a des échanges intercommunautaires, comme cela a pu être rappelé. Mais le fait a été instrumentalisé dans le cadre de la conquête du pouvoir, dans le cadre de sa conquête ou de son maintien. Parce que la différence ethnique a été utilisée par justement les élites politiques centrafricaines. Est-ce qu'il n'y a pas un point de non-retour, Roland Marchal? Beaucoup de musulmans ont fui vers le Tchad, d'autres sont remontés vers le nord du pays. Certains évoquent un risque de partition. Quel est votre avis à ce sujet? Écoutez, je pense, et vous m'excuserez de vous reprendre, je pense que le reportage aurait pu parler aussi de la Kwanga. La Kwanga est un autre quartier de Bangui, où il n'y a pas eu de déplacement de population. C'est-à-dire que les musulmans ont été protégés par les chrétiens ont été protégés par les musulmans, et donc malgré quelques incidents causés par les uns et les autres, fondamentalement la vie a continué. Et je crois que c'est ça l'avenir de la Centrafrique, c'est la Kwanga, c'est pas PK5 dans la forme qu'il est aujourd'hui. Il faut pas oublier que PK5, dans son histoire, effectivement, s'est créé comme le grand pôle, le grand marché, le grand pôle musulman de Bangui, mais c'est aussi un quartier qui a été plurireligieux, et jusqu'à l'arrivée de la Séléka au pouvoir, disons, il y a eu des affrontements. Il ne faut pas croire que la vie a été très rose, mais jamais il y a eu ce discours de guerre et de haine qu'on a entendu jusqu'à aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il est possible d'oublier ce qui s'est passé depuis 2 ans? Non. Il faut le dire, non. Et je crois que c'est une des choses sur lesquelles il faut travailler. Il y a des revendications, il y a des revendications légitimes et d'autres qui le sont moins. Encore une fois, des uns et des autres. Il y a la question de l'impunité, il y a la question du développement de ce pays, et il y a la question aussi de comment certaines élites de ce pays, qui sont peut-être bien représentées aujourd'hui au gouvernement, finalement peuvent se contenter du statu quo. Alors j'aimerais vous lire ce qu'écrivait le quotidien de Bangui, l'Agora, dès le lendemain de la signature de cet accord, c'est-à-dire jeudi. Que peut apporter ce fameux accord de cessez-le-feu sur le terrain, dès lors que l'ex-Séléka continue de massacrer et que les Balaka, les anti-Balaka le font aussi? Sangaris et Miska, la force africaine, à quoi servez-vous sur la terre centrafricaine? Vous dites, si je ne me trompe, si je ne m'abuse, qu'il faut une longue intervention civile et militaire et pas simplement humanitaire. Expliquez-nous. Oui, mais si vous voulez, je crois qu'il faut d'abord, et j'espère que la médiation, c'est-à-dire le groupe de contact international et la médiation, j'espère, vont s'y appliquer. Il faut peut-être tirer d'abord les leçons de ce qui s'est passé à Brazzaville. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, si vous regardez un accord qui est fondamentalement un accord de cessation d'hostilité, et vous voyez que les groupes combattants représentaient 46 membres sur plus de 150. Qui étaient les autres? Qui les a choisis? La réponse, apparemment, si j'en crois le Premier ministre, c'est lui-même, c'est le gouvernement. Que faisait-il là? Quelle était leur représentativité? À quoi servait-il? Et comment se fait-il aussi que alors qu'on discute d'un accord compliqué de cessation d'hostilité, les gens de la Séléka n'étaient pas au courant même d'un projet de texte d'accord. Les gens devaient venir à Brazzaville simplement pour finaliser une discussion. En fait, ils sont arrivés à Brazzaville pour la commencer. Évidemment, on s'est rendu compte que du coup, la délégation de la Séléka ne correspondait pas au but, et de la même façon, on aurait pu aussi se poser le problème des anti-Balaka. Donc je crois qu'il y a eu une certaine désinvolture du côté du gouvernement centrafricain qui finalement prend le risque d'un accord qui va peut-être échouer, mais et qui va faire durer la transition encore plus longtemps. Donc il faut, de ce point de vue-là, tirer les leçons pour ceux au gouvernement qui veulent réellement la paix. Jouer cette carte et la jouer de façon rigoureuse, pas avec dilettantisme, et de la part des médiateurs d'être beaucoup plus attentifs, je dirais, aux intérêts de spoiler. Sur la question, Roland Marchal a évoqué la question du développement. La Centrafrique n'est-elle pas également, on l'a déjà abordé sur TV5 Monde, victime de la prédation, notamment de ses richesses minières? Absolument, et cela s'est fait
avec la complicité des élites au pouvoir. On sait que la Centrafrique est un pays producteur de diamants, un pays qui a une partie forestière qui peut exploiter le bois. Le pays a d'énormes potentialités, mais ces énormes potentialités n'ont pas su profiter au développement du pays. Et on s'est retrouvé dans une fracture entre le nord du pays et le sud du pays. La partie nord du pays n'a pas connu de développement, il n'y a pas de route, il n'y a pas un des médiateurs disait qu'il a découvert à l'occasion de discussions à Brazzaville l'étendue de la fracture entre les deux parties du pays. Donc cela a créé des frustrations et a légitimé les revendications de la Séléka. Certaines des revendications de la Séléka sont légitimes, mais le mode de revendication qui a été la prise des armes peut paraître discutable. Donc il faudra intégrer, je pense, dans la solution définitive, dans le règlement définitif du problème centrafricain, la question du développement. Sinon, on se retrouverait encore la question du développement et aussi la question de la gouvernance. Parce que si on ne trouve pas en place une gouvernance, les choses ne marcheront pas. Merci à vous, Sédi Kaba. Merci à vous, Roland Marchal, d'avoir accepté de témoigner sur TV5 Monde.